Merci de nous retrouver pour cette émission spéciale consacrée à la cinquième séance plénière de la première session de la 13e Assemblée populaire nationale. Nous enchaînons avec l'interview sur notre plateau. Monsieur Wang, c'est la première fois que les nouveaux dirigeants du pays prêteront serment à la Constitution. Pourriez-vous nous dire comment et quand cette cérémonie a été proposée et approuvée ou bien dites-nous alors qu'est-ce que cela signifie pour vous? Alors, en fait, c'est nouveau, c'est récent, c'est la première fois qu'on peut témoigner effectivement cette cérémonie à la télé, parce qu'auparavant, il n'y a pas ce processus défini par la loi, donc régulier comme une tradition, parce que, comme vous savez, en Chine, la diffusion directe de ce genre de cérémonie est très peu développée auparavant. Donc actuellement, nous avons une belle occasion de découvrir pour la première fois ces cérémonies de prestation de serment du dirigeant et des responsables de l'État. Oui. Alors, lors des deux sessions 2018, nous avons remarqué en fait plusieurs sujets concernant la Constitution. Par exemple, il y a quelques jours, les amendements à la Constitution approuvés le 11 mars par la 13e Assemblée populaire nationale et la cérémonie tout à l'heure, bien sûr. Alors, pourquoi, selon vous, la Constitution a été mise en lumière d'un tellement niveau cette année? Comme vous voulez, en fait, pour enchaîner avec la question précédente, en fait, le serment, c'est quelque chose de solennel, un engagement fait devant un public pour justement rester fidèle à une certaine condition. Ces conditions-là, dans la scène politique, c'est la Constitution, c'est l'engagement devant le peuple pour respecter la Constitution et de bien conduire son mandat, accomplir sa mission, etc. Donc, ce qui, en fait, est justement un résultat de l'importance donc soulignée de notre Constitution. En fait, depuis quelques années, en Chine, nous n'avons pas arrêté de souligner l'importance de la Constitution et de redonner, il faut dire, redonner à sa place la plus importante, la loi des lois. Donc sa position, son statut, le plus important de toutes les lois. Alors qu'aujourd'hui, si nous voulons dire que l'importance de la Constitution est de le respecter, alors comment peut-on respecter la Constitution? Donc il faut fixer ce genre de processus pour s'engager solennellement donc, devant la Constitution, sa mission, sa responsabilité, etc. Donc c'est pour cela qu'en fait nous pouvons témoigner cette mise en importance, mise en avant de la Constitution actuelle. Comme vous savez peut-être, dans l'histoire de la Chine, il y a eu plusieurs amendements de la Constitution, et ces amendements-là sont justement en correspondance avec l'évolution de notre temps. Comme tout le monde sait, la Chine évolue très rapidement, donc les objectifs politiques qu'on se fixe évoluent avec cette croissance économique, avec l'amélioration de la vie de la population, avec justement ce besoin de réajuster de la structure économique, etc. Et notamment pour protéger l'environnement. Donc il y a beaucoup de nouvelles tâches, nouvelles missions qu'on se donne. Donc il faut qu'on rajoute ces éléments progressivement dans la Constitution. Donc c'est pour cela que pour cette période-là, la Chine connaît une fréquence d'amendements de la Constitution plus grande que les autres périodes. Donc c'est pour cela aussi que cette année-là, nous avons accordé de l'importance à cette mise à jour de notre objectif, nouvel objectif dans les 5, 10, même plus longtemps à venir, les années à venir. Donc c'est pour cela que l'amendement de la Constitution a suscité beaucoup d'attention, non pas uniquement de l'Assemblée populaire nationale, mais du pays entier, de différents milieux sociaux ont attaché l'importance à cet amendement. Oui. Alors, le texte du serment a déjà été rendu public. Pourriez-vous nous présenter l'essentiel de ces paroles de seulement 75 caractères chinois? Donc, si j'ai le texte sous les yeux, en fait, il dit que le président va prêter le serment pour rester loyal, fidèle à la Constitution de la République populaire de Chine, de protéger ou de maintenir l'autorité de la Constitution. Bien sûr, il doit remplir sa fonction définie par la loi, rester fidèle à son pays
et à son peuple. Et il doit également respecter l'intégrité et de se mettre à la supervision du peuple. Et son objectif, bien sûr, il va annoncer, c'est de s'efforcer à construire un pays socialiste moderne, de prospérité, de civilisation, démocratie, l'harmonie et de la beauté. Donc on a rajouté justement la beauté à la fin. Donc cette année, cela a aussi suscité beaucoup d'attention. Voilà, donc grosso modo, un texte pas très long, mais qui a incorporé plusieurs objectifs, donc justement qui fait écho aussi à l'amendement de la Constitution. Oui, pas très long, mais assez riche en contenu. Alors, quelles sont les caractères chinoises de ce serment par rapport à ceux des autres pays, surtout des pays occidentaux, bien sûr? Donc, cela varie en fait des différents pays. En Chine, on a souligné bien sûr la nature de notre pays, qui est un pays socialiste moderne. Donc c'est notre objectif, c'est de réitérer que c'est un pays socialiste. Notre objectif, c'est le socialisme. Et nous avons aussi fixé ces objectifs qui sont assez clairement définis, comme la prospérité, la démocratie, la civilisation, etc. Donc ces objectifs-là sont écrits dans ce serment, alors que dans d'autres pays, ils ne sont pas nécessairement écrits. Bien sûr, ils vont décrire des objectifs plus vagues comme donc rendre la vie heureuse à la population, rendre ceci et cela, donc, ou rester fidèle à la Constitution, aux droits donnés par le peuple, etc. Donc il y a différents pays qui changent, bien sûr, au fur et à mesure de ces textes. Et bien sûr, on peut trouver, par exemple, dans le serment du président américain, l'élément de Dieu garde les États-Unis, par exemple, alors qu'en Chine, on n'a pas cette partie donc divine dans le serment. Donc c'est assez typique, je crois, à la chinoise, c'est-à-dire que nous sommes assez clairs sur notre objectif, notre moyen et notre objectif pour atteindre l'objectif. Et donc, le contenu du serment dépend vraiment de la situation actuelle dans un pays spécifique. Je crois que ça se renouvelle, exactement, et être en correspondance avec le temps, avec l'évolution du temps. Bien sûr, il y a une question de tradition, mais je crois qu'en Chine, donc, on doit s'adapter à son temps. Et bien sûr, cela dépend de différents pays. Si c'est un texte qui est plus abstrait, plus philosophique, qui a été rédigé dans le temps. Peut-être les présidents d'un certain pays vont respecter cette tradition de lire le même texte. Mais je crois qu'en Chine, comme c'est une nouvelle tradition qu'on vient de créer il n'y a pas longtemps, donc cela a une certaine degré de flexibilité, de réfléchir qu'est-ce qu'on va mettre dans le serment, parce que cela concerne les années à venir. Donc, quel est l'essentiel de la valeur de la Chine? Alors, la Chine n'est pas le premier pays au sein duquel les dirigeants doivent prêter serment à la Constitution. En fait, c'est parmi les 142 pays qui possèdent une Constitution écrite, 92 prévoient des cérémonies de prestation de serment à la Constitution. Alors, que pensez-vous de l'importance attachée à la Constitution dans tous ces pays-là? Comme on a mentionné tout à l'heure, c'est un engagement solennel, personnel de dirigeants, mais cela n'est pas une pratique qui existe partout dans le monde. Par exemple, on a cité l'exemple des États-Unis. Donc le président américain doit prêter serment devant la foule au Capitole pour se donner la fidélité ou sa loyauté à la Constitution, etc. Alors que, par exemple, en France, vous n'avez pas ce genre de processus. Vous n'avez pas entendu Emmanuel Macron prononcer son serment devant l'Assemblée. Non, il n'est pas responsable. C'est le Premier ministre qui l'est. Donc, selon le régime politique, le système politique, cela évolue, enfin, cela change des pays à l'autre. Donc, pour ceux qui s'attachent plus à cette cérémonie, donc, ce sont les pays qui souvent ont cette confiance ou importance accordée à la parole du président lui-même. Donc on a besoin qu'il met la main, par exemple, aux États-Unis sur la Bible, donc c'est assez cérémonial pour prononcer son serment. Il y a une question de foi, il y a une question de fidélité, etc. Mais ça reste purement
cérémonial, mais l'engagement solennel est nécessaire pour certains pays à certaines occasions pour que tout le monde soit au courant, tout le monde accorde leur même attention, même confiance à cette personne. Donc cela, voilà, encore une fois, cela dépend de la personne, cela dépend du pays, du président, mais je crois que 2 tiers des pays du monde ont choisi cette cérémonie, donc c'est une grande tendance en quelque sorte. Oui, vous avez cité l'exemple du président des États-Unis, bien sûr, mais est-ce que le président est le seul à prêter serment ou bien généralement qui sont ceux qui prêtent serment d'allégeance? Non, pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires, dans beaucoup d'endroits, de pays, de régions, les parlementaires, par exemple, les élus, surtout des élus, où en moins il y a un mandat, il y a un certain droit accordé par la masse, par la population, par le peuple. Donc quand ils doivent assumer ce rôle, donc de cette fonction, d'exercer un certain pouvoir, donc c'est en quelque sorte, il a emprunté le pouvoir de la population, il doit exercer ce pouvoir. Alors avant d'exercer ce pouvoir, il doit prêter serment à la fidélité à son peuple, etc. Donc c'est une sorte de cérémonie qui est assez répandue chez les parlementaires, chez les sénateurs, chez les hauts fonctionnaires, enfin dans la sphère publique, politique et fonction publique, c'est assez répandu. Donc ça peut être serment, ça peut être allégeance, donc de rester fidèle à la Constitution ou bien à la loi ou bien à la majorité ou bien, donc cela varie, cela s'adapte à sa situation. D'accord. La cérémonie de prestation de serment à la Constitution se tiendra dans un instant après l'élection des nouveaux dirigeants, des futurs dirigeants de notre pays. Alors beaucoup attendent avec impatience le résultat de l'élection des futurs dirigeants de la Chine en fait. Pourriez-vous nous expliquer l'importance de cette élection pour la Chine et son influence pour notre pays dans les années à venir, surtout les 5 ans à venir, bien sûr? Je crois que, comme chaque élection, je crois que l'élection déjà de chef d'État a une grande importance dans tous les pays, alors que notamment dans une situation actuelle où se trouve la Chine, qu'elle a connu une période de croissance économique rapide, elle est en train de vivre une restructuration, elle a vu son statut dans le monde de plus en plus élevé et en même temps elle coopère avec le reste du monde, s'implique dans l'économie mondiale de façon davantage. Donc du coup, nous avons vu l'importance déjà de la Chine est en croissance. Donc qui sera à ce poste pour conduire la Chine dans les 5 années à venir? Forcément, cela va non seulement susciter l'attention des Chinois, mais aussi du monde entier. Donc c'est pour cela que je crois que cette année, nous sommes regardés par le monde entier du choix de la personne, et ce choix pourrait garantir la stabilité politique, mais aussi économique, sociale, culturelle du pays. Donc cela concerne une continuité et un développement, évolution pour s'adapter à la croissance économique et à l'approfondissement de la réforme du régime social, socio-économique du pays. Donc la population attend beaucoup de ce choix de personnes dans le futur, dans quelques minutes, pour garantir leur développement, leur développement personnel, familial et un développement général de notre société. Donc c'est pour cela que je crois que ce matin, aujourd'hui, ce sera très suivi. D'accord. Et il s'agit de la 5e séance plénière aujourd'hui. Sur l'agenda figure également la résolution du projet de loi sur les réformes des institutions étatiques. Depuis la réforme et l'ouverture de la Chine
cette réforme de ces institutions ont eu lieu. Alors, pouvez-vous nous expliquer quel est l'objectif principal à atteindre cette fois-ci? Donc, comme vous savez, peut-être 5 années avant, nous avons déjà procédé à une sorte de remaniement, à une restructuration En 2013? au sein des différents départements du gouvernement central. Alors que à ce moment-là, déjà, c'est un moment de l'annonce de la volonté de la réforme du gouvernement. Donc, pour rendre le gouvernement plus efficace, pour faire face de façon plus adéquate aux problèmes, à la situation. Alors cette fois-ci encore, nous avons vu en réalité une réduction des institutions au niveau ministériel. Il y en a 8 qui ont été supprimées et 7 au niveau vice-ministériel qui ont été supprimées. Donc il y a beaucoup de fusion-intégration des départements. Donc, pourquoi? Dans quel objectif? Surtout, c'est parce que nous avons besoin de mettre les choses, l'objectif, le problème en premier lieu, c'est-à-dire par exemple, beaucoup de ministères sont nommés désormais à partir de leur objectif, leur fonction. Voilà, donc c'est pour cela qu'en fait, beaucoup de gens de différents ministères se sont regroupés autour de la question même. Donc les soucis qu'on doit faire face, comme par exemple catastrophes naturelles et l'urgence, etc. Ou bien pour une certaine réforme qu'on s'attache à faire, à accomplir dans quelques années. Voilà. Et comme vous avez dit, en fait, nous avons remarqué une diminution radicale des entités ministérielles ou bien vice-ministérielles, mais en même temps, nous avons aussi vu la naissance d'autres entités, par exemple, le ministère de gestion des urgences et celui des affaires des anciens combattants. Alors, nous nous intéressons tout d'abord à ce premier. Alors, quelle est la signification du terme urgence ici? Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est focaliser sur les objectifs. Donc lorsqu'un ministère existe, pourquoi? C'est pour résoudre des problèmes, pour gérer les situations, comme ceci, le département ou le ministère de l'urgence ou de la gestion des urgences. Voilà, de la gestion des urgences, c'est parce que auparavant, pour chaque institution ministérielle, vous avez une petite unité qui s'occupe de la crise, la calamité naturelle, l'inondation, ou bien des crises sanitaire publique. Donc il y a beaucoup de problèmes qui se réunissent. Plutôt des crises naturelles? Non, en fait, l'urgence concerne beaucoup de domaines comme le travail, comme les accidents de travail, comme une affaire de santé publique, par exemple l'épidémie. Ça peut concerner aussi, par exemple, la calamité naturelle, comme vous l'avez mentionné, mais la calamité naturelle était dispersée, par exemple, pour l'incendie. Il y a le secteur qui s'occupe spécialement de l'incendie, des villes, et ensuite des forêts. Et par exemple des prairies, le ministère de la Culture s'occupe de l'incendie des prairies, alors que le ministère de Forêt s'occupe de l'incendie des forêts, alors que vous avez beaucoup de personnes qui sont dispersées dans différents ministères pour s'occuper grosso modo des mêmes problèmes. Alors qu'aujourd'hui, nous avons fait un travail, le gouvernement a fait un travail de les concentrer, donc pour ceux qui traitent des urgences, qu'ils travaillent dans l'ensemble, ensemble, pour avoir une meilleure disposition des ressources humaines et les ressources matériaux, pour une meilleure distribution des ressources, de contrôler les incendies, de façon plus générale. Les incendies, bien sûr, seront contrôlés de la même manière en ville, mais dans les forêts ou dans la prairie. Donc vous aurez plus de main-d'œuvre, plus de personnes qui travaillent dans le nouveau ministère de gestion de l'urgence, avec plus de moyens concentrés pour traiter ces problèmes plus ciblés, plus précis. Donc c'est ça l'objectif, de rendre la gestion plus efficace, de rendre ce fonds public de les utiliser dans les endroits les plus nécessités. D'accord. Et la création du ministère des Affaires des anciens combattants a surpris pas mal de monde, les observateurs bien sûr. Alors pourriez-vous nous présenter le nombre d'anciens combattants en Chine et la raison pour laquelle le pays a besoin d'un ministère spécifique qui leur est confié?
Parce que si vous vous rappelez encore, il y a quelques années, en fait, la Chine avait annoncé, il y a 2 ans, en fait, plus de 2 ans, lorsque nous fêtons le 70e anniversaire de la fin ou la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. Antifasciste, alors qu'à ce moment-là, notre président, M. Xi Jinping, avait annoncé une nouvelle à la surprise de tout le monde, que la Chine va supprimer 300 000, diminuer nombre de 300 000 personnels militaires. Donc, du coup, cela a créé une grande nouvelle en Chine, alors que bien sûr, vous avez posé la question sur le nombre exact. Aujourd'hui, le ministère n'est pas encore fondé. Nous n'avons pas le chiffre très précis parce que ça dépend des critères qu'on va se donner. Mais c'est un problème ou c'est une question de la société qui a des effets de cumul. C'est-à-dire que nous avons des militaires depuis toujours, donc lorsqu'ils ont pris leur retraite de leur fonction militaire, alors ils sont devenus des vétérans. Alors ces vétérans-là, ils vont faire face à beaucoup de problèmes différents, par exemple, d'abord de retrouver un travail, donc ça s'appelle la réinsertion ou de l'emploi, et en même temps, ils ont leur besoin de pension, donc après leur service au sein de l'armée, ils ont besoin d'une certaine service public, service sociaux pour la santé, pour les membres de famille, etc. Le logement. Donc, il y a aussi la question de retraite. Par exemple, lorsqu'ils ont atteint un certain âge, 60-70 ans, ils vont prendre leur retraite. Alors, leurs retraites sont devenues aussi donc un problème clé. Donc du coup, en fait, le cumul de ces personnels militaires donc, qui ont pris leur retraite de l'armée, ce sont ces vétérans-là, donc devient un phénomène de la société, donc devient un objectif que le gouvernement se fixe dans l'objectif d'améliorer leurs conditions de vie, d'existence. En plus, ce genre de militaire existe aussi à l'étranger, dans d'autres pays, dans l'objectif justement d'améliorer, de garantir que ces personnes, une fois quittées l'armée, puissent continuer à vivre dans une certaine condition plutôt favorable pour travailler, pour y vivre, pour jouir leur vie de retraite et de pouvoir avoir une fin de vie décente, etc. Donc, c'est une phrase de M. Xi Jinping qui est très connue, donc on ne peut pas demander à ces militaires de verser de larmes encore après avoir versé du sang sur le champ d'honneur. Donc c'est une phrase qui a vraiment frappé beaucoup le cœur des militaires, c'est-à-dire qu'ils sentent que leurs soucis au quotidien, donc souvent ils sont soit souffrent de leur handicap, souffrent de la pauvreté ou le problème de réinsertion, etc. Donc ce sont les problèmes, disons, mineurs dans une société d'1,3 milliard, 400 millions de personnes, mais c'est un problème qui est assez particulier à ce secteur. Donc le dirigeant de l'État avait accordé son attention sur cette question et d'organiser ce ministère justement dans l'objectif d'améliorer la condition de vie. Mais après l'amélioration de nos conditions de vie, ce serait une élévation de statut des militaires dans la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une période pacifique, nous ne sentons pas l'importance des militaires. Donc souvent, ils sont un peu tombés dans l'oubli. Mais en réalité, il y a toujours eu ces militaires qui défendent notre paix, notre sécurité, donc de territoire. Donc du coup, il ne faut pas les oublier. Il faut leur donner un certain statut social qu'on doit les être reconnaissants de leur sacrifice fait à notre nation, à notre pays, à toute la société. Donc c'est ça l'objectif que s'est donné ce nouveau ministère des vétérans. Donc nous allons voir qu'il y aura les politiques favorables aux militaires qui seront sorties dans ces 5 années à venir. Et auparavant, c'était quel ministère qui s'occupe des affaires des anciens combattants, ou bien la responsabilité est répartie plus ou moins voilà, comme vous pouvez imaginer, pour les urgences aussi, c'était réparti dans différents ministères.
Pour les vétérans aussi, c'est-à-dire que pour leurs problèmes de santé, ils doivent donc faire face au ministère de la Santé. Alors pour la question de retrouver un emploi après leur retraite de l'armée, donc ils doivent s'adresser au ministère de Ressources humaines et de Protection sociale. Alors donc leurs soucis sont un peu émiettés dans différents ministères, donc ce n'est pas du tout favorable à leur réinsertion, donc à assurer leur niveau de vie. Donc quand ils rencontrent beaucoup de difficultés, donc maintenant il faut trouver une solution plus efficace. Donc de prendre en considération tous les vétérans du passé, non pas uniquement ceux qui viennent de prendre leur retraite, mais aussi les personnes qui ont fait leur sacrifice, qui ont combattu pour la Chine pendant les années précédentes. Voilà. Très bien. Alors, une autre entité assez impressionnante, la Commission nationale d'hygiène et de santé. Cela signifie aussi que la disparition de la Commission nationale de la santé et de la planification familiale. La planification familiale, c'est une politique assez particulière en Chine, alors avec en premier plan la politique d'enfant unique. Alors, est-ce que la disparition de l'ancienne commission signifie également la fin de la planification familiale, selon vous? Non, on n'est pas jusque-là pour supprimer, en supprimant de non le planning familial. Nous n'avons pas donné la politique de supprimer la politique de planning familial. C'est-à-dire que déjà, cette mesure ou ces moyens, donc en tant que de gestion de démographie, ne provient pas de la Chine. Ce sont les Anglais qui ont inventé ces termes-là, mais effectivement, la Chine a adopté depuis certaines années, décennies, cette politique de planning familial, et cette politique reste toujours assez importante pour cette société, parce que justement aujourd'hui la politique fait que les Chinois doivent avoir 2 enfants et pas plus, c'est parce que nous avons une masse de population encore énorme et gigantesque, donc un certain contrôle est nécessaire. Alors que cette fois-ci, on a fait donc remaniement, de changement de nom du ministère, parce que c'est la conception qui a changé. Je crois que depuis bientôt 10 ans, en fait, on n'a pas arrêté de parler, de discuter de la réforme de système de soins médicaux en Chine. Alors, cette réforme est toujours en cours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine les Chinois au quotidien rencontrent quand même pas mal de problèmes d'accéder aux soins médicaux, même s'il existe beaucoup d'hôpitaux à Pékin, mais vous avez toujours une foule dans les hôpitaux, donc il est difficile d'accéder à des soins. Alors quel est le problème? Où est le fond du problème? Donc c'est le changement de concept, c'est-à-dire que la question de santé ne se fait pas à l'hôpital. C'est-à-dire que notre santé est faite au quotidien, tous les jours, à chaque repas que vous mangez, les exercices que vous faites. Il ne faut pas dépendre essentiellement de l'hôpital pour résoudre les problèmes. Voilà, on ne peut pas laisser le problème de santé à l'hôpital, parce que ce n'est pas à l'hôpital de gérer la santé de la population. Donc le concept du ministère de la Santé publique et des soins médicaux veut dire qu'aujourd'hui, ce sont les différents ministères qui regroupent leurs efforts pour changer le mode de vie des Chinois. C'est-à-dire le meilleur moyen de contrôler la maladie, c'est de changer le mode de vie. Donc éviter des accidents bien sûr, mais surtout pour les maladies chroniques, il faut changer le mode de vie. Donc de quelle manière on peut programmer par exemple la vie des retraités, comment associer les soins médicaux, les savoirs, les connaissances de rester en bonne santé et les institutions d'accueil des personnes âgées, donc comment les combiner, comment rendre la vie plus heureuse de la population, non seulement au moment quand qu'ils tombent malades et aller à l'hôpital, qu'ils ont un accès plus facile, un coût moins élevé, mais surtout il faut intervenir en amont, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier d'éduquer les enfants, d'avoir une bonne habitude de vie, de se lever tôt le matin, de faire des exercices, d'éviter de manger trop gras et trop sucré, etc. Donc il faut commencer par là. Et toute la société, à tous les tranches d'âge, on aura besoin d'intervention du ministère de la Santé au lieu du ministère des Hôpitaux. C'est vrai. Donc c'est une révolution en quelque sorte de concept. Donc seulement avec ces moyens-là qu'on peut arriver à
soulager les hôpitaux à la fin. C'est-à-dire que sinon, quand tous les problèmes sont cumulés à l'hôpital, il n'y aura pas de solution. C'est trop tard. Voilà, Oui. c'est déjà trop tard. En fait, c'est la promotion des modes de vie favorables à la santé plutôt que des soins de santé qui est mise en lumière, bien sûr, cette fois-ci, et il faut agir le plus tôt possible. Le vieillissement, un autre défi pour la Chine. En 2017, le nombre de personnes du troisième âge, c'est-à-dire celles de plus de 60 ans, a augmenté de plus de 10 millions. Et c'est la première fois en fait. Et cette croissance ne cesse d'augmenter. Alors, que peut-on faire pour faire face à ce problème, surtout pour la nouvelle commission qui a la responsabilité de prendre des soins de la santé des personnes gens. âgées. Oui, voilà. Justement, en fait, la Chine est parmi les pays qui connaissent le plus nombreux de personnes âgées. Donc, nous allons faire face dans les années à venir de plus en plus de problèmes de santé, de soins, de prise en charge des personnes âgées, alors que cette question-là ne concerne pas une petite partie de la population, mais plutôt une partie importante, de plus en plus importante de la population, et cela va atteindre donc son sommet dans 20-25 ans. C'est-à-dire que c'est un problème à long terme, donc il faut déjà viser à cette question dès maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes âgées, ils sont arrivés à l'âge de retraite en masse, alors que nous n'avons pas suffisamment d'institutions pour les prendre en charge, comme par exemple les maisons de retraite. Oui. Une grande partie, une majorité de ces personnes âgées vont vieillir chez eux, donc dans leur contexte, dans leur environnement social, dans leur milieu, leur quartier, autour de leur habitation. Donc est-ce qu'on peut donc changer le mode de pensée, c'est-à-dire de donner le service dans leur quartier d'habitation, fournir les services de soins, de soins au quotidien, par exemple des petites cantines pour les personnes âgées. Donc faire à manger, c'est déjà une tâche lourde pour les personnes très âgées. Alors est-ce on aura peut-être besoin des petites cantines, des petites cliniques pour assurer au quotidien leur bien-être. Alors au lieu de dire on va créer des grandes institutions d'accueil de personnes âgées, alors on va inverser la logique et faire des choses au quotidien. Donc c'est pour cela que je crois que maintenant il y a beaucoup de nouvelles conceptions, il y a une nouvelle mission donc pour cette commission qui vient d'être établie. 各位代表， Chers députés, 现在继续开 nous 会。 poursuivons notre séance aujourd'hui. 根据总监票人的报 Selon le 告， rapport de scrutateur en chef, 已统计 le 完毕。 dépouillement des votes est déjà 现 accompli. 在由工作人员 Maintenant, nous allons demander à notre personnel 选举 d'annoncer 中华人 le 民共和国主 résultat 席的 du dépouillement de vote de l'élection du président de la République 中华 populaire de 人民 Chine. 共和国主席选举票计票结果 Le résultat du dépouillement des votes des scrutins d'élection du président de la République populaire de Chine. Nous avons 收回2970张， distribué 2970 bulletins de vote et nous avons récupéré 2970 votes. 赞成 Le candidat Xi Jinping, 2970票， 2970 ont voté pour. Maintenant, je déclare 习近平同 que 志 camarade Xi Jinping 当选为 est élu 中华人民共和国主席。 président de la République populaire de Chine.
现在由工作人 Maintenant, 员 notre personnel de travail va annoncer 中华人民共 le 和国 résultat de dépouillement 中央 des 军 votes 事委员会 d'élection 主席的 du 计票结果。 président de la Commission militaire centrale de la République populaire de Chine. 军事委员会主席选举票计票结果。 Le résultat de dépouillement des votes, 2970张。 nous avons distribué 2970 bulletins de vote et à récupérer 2970 bulletins qui sont tous valides, qui ont voté tous 2970, qui ont voté tous pour le candidat camarade Xi Jinping. Maintenant, je déclare que camarade Xi Jinping est élu président de la Commission militaire centrale de la République de Chine. Maintenant, notre personnel de travail va annoncer le résultat de dépouillement des votes de l'élection du président du comité permanent de la 13e Assemblée populaire nationale. Le résultat de dépouillement des votes d'élection du président du comité permanent de la 13e Assemblée populaire nationale. Sur les 2970 votes qu'on a distribués, nous avons récupéré 2970. 2970 bulletins sont tous valides. Le candidat, M. Li Zhanshu, a reçu 2970 votes pour son élection. Maintenant, je déclare que camarade Li Zhanshu est élu président du comité permanent de la 13e Assemblée populaire nationale. Maintenant, notre personnel de travail va annoncer le résultat de dépouillement des bulletins de vote pour l'élection de vice-président de la République populaire de Chine. Résultat de dépouillement des bulletins de vote pour le vice-président de la République populaire de Chine. Sur les 2970 bulletins distribués, 2970 sont récupérés, qui sont tous valides. Le candidat de vice-président de la République populaire de Chine a obtenu 2969 voix pour et une voix contre. Maintenant, je déclare que camarade Wang Qishan est élu vice-président de la République populaire de Chine.
Maintenant, notre personnel de travail va annoncer le résultat de dépouillement des votes d'élection des vice-présidents et secrétaire général du comité permanent de la 13e Assemblée populaire nationale. Le résultat de dépouillement des votes d'élection des vice-présidents et secrétaire général du comité permanent de la 13e Assemblée populaire nationale de la République populaire nationale. Les candidats pour les vice-présidents, sur les 2970 bulletins distribués, nous avons récupéré 2970 qui sont tous valides. Wang Chen a reçu 2969 voix pour et une voix contre. Cao Jianming a reçu 2970 de voix pour. Zhang Chunxian 2969 voix pour et une voix contre. Shen Yueyue 2969 voix pour et une voix contre. Ji Bingxuan 2970 voix pour. Ai Ligeng Yiming Bahai 2970 voix pour. Wan Exiang 2970 voix pour. Chen Zhu 2970 voix pour. Wang Dongming 2969 pour et une voix contre. Bai Ma Chilin 2970 voix pour. Ding Zhongli 2968 voix pour et une voix contre et une abstention. Hao Mingxin 2970 voix pour. Cai Dafeng 2969 voix pour et une voix contre. Wu Weihua 2970 voix pour. Le candidat de secrétaire général du comité permanent, Yang Zhenwu, on a distribué 2970 bulletins de vote et on a récupéré 2970 voix qui sont tous valides et 2970 voix pour son élection. Maintenant, je déclare que camarades Wang Chen, Cao Jianming, Zhang Chunxian, Shen Yueyue, Ji Bingxuan, Ai Ligeng Yiming Bahai, Wan Exiang, Chen Zhu, Wang Dongming, Bai Ma Chilin, Ding Zhongli, Hao Mingjin, Cai Dafeng, Wu Weihua sont élus vice-présidents du comité permanent de la 13e Assemblée populaire nationale. Maintenant, je déclare que camarade Yang Zhenwu est élu secrétaire général du comité permanent de la 13e Assemblée populaire nationale. Chers députés, l'ordre du jour de la séance plénière de cette matinée est épuisé. Le présidium de la session publiera les résultats des élections d'aujourd'hui après cette séance. Conformément à la méthode d'organisation du serment d'allégeance à la Constitution chinoise définie par le présidium de la première session de la 13e Assemblée populaire nationale, nous procéderons maintenant à la cérémonie de serment d'allégeance à la Constitution chinoise. Maintenant, nous allons procéder à la cérémonie de serment d'allégeance à la Constitution chinoise de la première session de la 13e Assemblée populaire nationale.
请全体起立， Je vous invite à vous lever tous. 请礼兵护送中华人民共和国宪法入场。 J'invite les cartes d'honneur à accompagner la Constitution de la République populaire de Chine. Exécuter et chanter l'hymne national de la République populaire de Chine. 现在请中华人民共和国主席、 Maintenant, j'ai l'honneur d'inviter le président de la République populaire de Chine, président de la Commission militaire centrale de la République populaire de Chine, à prêter serment. Je jure de respecter fidèlement la Constitution de la République populaire de Chine et d'en défendre l'autorité, d'exercer mes fonctions conformément à la loi, d'être loyal à la patrie et au peuple chinois, de remplir scrupuleusement les devoirs de ma fonction, de me dévouer à l'intérêt public avec une parfaite intégrité, d'accepter d'être soumis à la surveillance du peuple et de travailler de toutes mes forces pour édifier une belle Chine socialiste, moderne, prospère, puissante, démocratique, harmonieuse et hautement civilisée. Xi Jinping. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Maintenant, j'ai l'honneur d'inviter le président du comité permanent de la 13e Assemblée populaire nationale de Chine, Li Zhenshu, à prêter serment.
请宣誓。 Je vous invite à prêter 我 serment. 宣誓， Je jure de respecter fidèlement la Constitution de la République populaire de Chine et d'en défendre l'autorité, 履行法 d'exercer 定 mes 职责 fonctions conformément à la loi, d'être loyal à la patrie et au peuple chinois, de remplir scrupuleusement les devoirs de ma fonction et de me dévouer à l'intérêt public avec une parfaite intégrité, d'accepter d'être soumis à la surveillance du peuple et de travailler de toutes mes forces pour édifier une belle Chine socialiste, moderne, prospère, puissante, démocratique, harmonieuse et hautement civilisée. 宣誓人立战书。立战书。 现在请中华人民共和国副主席 Maintenant, 王岐 je donne à 山 votre invité, 宣誓。 vice-président de la République populaire de Chine, camarade Wang Qishan, à prêter serment. 请宣誓。 Je vous invite à prêter serment. 我宣誓。 Je jure 忠于 de 中华 respecter 人民共和 fidèlement la 国宪法 Constitution de la République populaire de 维 Chine 护宪 et 法 d'en 权 défendre 威 l'autorité, 履行 d'exercer 法 mes 定 fonctions 职责 conformément à la loi, 忠于祖 d'être 国 loyal à la patrie et au peuple chinois, 恪 de 尽 remplir 职守 scrupuleusement les devoirs de ma fonction et de me dévouer à l'intérêt public avec une parfaite intégrité, et d'accepter d'être soumis à la surveillance du peuple et de travailler de toutes mes forces pour édifier une belle Chine socialiste, moderne, prospère, puissante, démocratique, harmonieuse et hautement civilisée. 宣誓人王岐山。 Wang Qishan a prêté serment. « 现在请中华人民共和国第13届全国人民代表大会常务委员会副委员长 Les 王 vice-présidents 晨、 du comité permanent de la 曹建 13e 明、 Assemblée populaire Zhang Chunxian nationale de Chine, 沈月月、 camarades Wang Chen, Cao Jianming, Ji Zhang Bingxuan, Chunxian, Shen Yueyue, Ji Bingxuan, 艾立庚、 Ai 伊 Li 明 Geng, 八 Yi Ming 海、 Bahai, 万恶 Wan 香、 Xiang, 陈竹、 Chen Zhu, 王东 Wang 明、 Dongming, 白马赤林、 Bai Ma Chilin, 丁仲礼、 Ding Zhongli, 郝明金、 Hao Mingjin, 蔡达峰、 Cai Dafeng, 武维华、 Wu Weihua, 秘书长杨振武宣 le 誓。 secrétaire général Yang Zhenwu du Yo comité Wang Chen permanent 领 de 事。 la 13e Assemblée populaire nationale a prêté 请 serment. 宣誓人就位。请宣誓。 Je vous invite à prêter serment. 我宣誓， Je jure 忠于 de 中华人民 respecter 共和国宪 fidèlement 法， la Constitution de la République populaire de Chine 维护宪法权 et 威， d'en défendre l'autorité, 履行法 d'exercer 定 mes 职 fonctions 责， conformément à la loi, 忠于 d'être loyal à la patrie et au peuple chinois, 恪 de 尽职 remplir 守，廉洁 scrupuleusement 服 les 务， devoirs de ma fonction et de me dévouer à l'intérêt public avec une 接受 parfaite 人民 intégrité, 监督， d'accepter d'être soumis à la 为建 surveillance 设 du peuple 富强民 et 主 de 文 travailler 明和 de 谐 toutes 美 mes 丽 forces 的 pour 社 édifier 会 une 主 belle 义 Chine 现代化 socialiste, 强国 moderne, prospère, 努力奋 puissante, 斗 démocratique, harmonieuse et hautement civilisée.
和谐、美丽的社会主义现代化强国努力奋斗。宣誓人王晨。La cérémonie de serment d'allégeance à la Constitution chinoise termine. Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à la 5e séance plénière de la première session de la 13e APN. Merci de nous retrouver. Nous venons de regarder la première cérémonie de prestation de serment à la Constitution de la Chine nouvelle. Quelles sont vos impressions, M. Wang? D'abord, un premier mot, c'est le solennel, c'est-à-dire c'est une cérémonie qui est solennelle, qu'on témoigne pour la première fois en retransmission directe à la télé, que les hauts dirigeants de l'État ont prêté solennellement leur serment devant la Constitution de la République populaire de Chine, de jurer de rester fidèle et loyal à la Constitution, à la patrie et au peuple, et de remplir leurs fonctions, respecter la loi et de s'engager à construire notre pays dans la voie de prospérité, de démocratie, de civilisation, de l'harmonie et de la beauté. Voilà, donc c'est une cérémonie impressionnante. Je crois que cela va rester aussi dans notre histoire. Et pourriez-vous nous présenter à l'avance le programme de cette session, c'est-à-dire la première session de la 13e Assemblée populaire nationale pour les 3 derniers jours devant nous? En fait, selon le programme, nous avons déjà passé une grande partie des programmes de discussion, et maintenant, comme vous venez de témoigner, on a passé au vote des personnalités les plus importantes, les hauts dirigeants de l'État, le président de la République, le président de la commission militaire du central, ainsi que le vice-président de la République, le président de la comité permanente de l'APN, ainsi que les vice-présidents de la comité permanente de l'APN et son secrétaire général. Donc ce sont la première liste. Ensuite, vous avez le Premier ministre et les le vice-président de la commission militaire centrale, les membres de cette commission. Vous avez aussi l'élection des membres permanents du comité permanent de l'APN, etc. Donc vous avez beaucoup de fonctions, ainsi de suite, comme le vice-premier ministre, ainsi que le ministre, etc. Donc dans les 3 jours à venir, nous allons assister à une série d'élections, de votes de ces personnes, et ils vont, je crois, selon le coutume, la nouvelle tradition qui vient d'être fixée, prêter leur serment aussi devant la Constitution, donc ainsi de suite. Et pour finir le programme de notre APN, donc cette première session de l'APN, vous avez aussi les différents rapports à valider, c'est-à-dire qu'au début, si vous vous souvenez, c'est le Premier ministre qui a présenté son rapport annuel de travail, et qui s'enchaîne avec d'autres institutions comme la Cour suprême, aussi le parquet suprême, donc qui ont
également présenter respectivement leur rapport annuel. Vous avez aussi le budget annuel à valider, donc vous avez aussi plusieurs nouvelles lois à ratifier donc au sein de l'Assemblée. Donc pour les 2 derniers jours, il y aura une série de votes. Donc les députés seront très occupés par le programme qui est très chargé. Donc ils vont valider après leur discussion et après leur délibération, ils vont valider ces rapports-là. D'accord, il reste encore 2 jours avant la cérémonie de clôture de la première session de la 13e Assemblée populaire nationale. Alors, la première session de la 13e CCPPC s'est terminée il y a déjà 2 jours. Pouvez-vous nous analyser quelques moments forts de cette session? Je crois que la CCPPC est une composante très importante de la politique chinoise, donc cette année-là particulièrement parce que c'est un regroupement de personnalités importantes qui ont de l'influence pour la vie politique, économique, sociale de la Chine, qui se rassemblent pour d'une manière ratifier aussi donc les nouveaux plans de développement de notre pays, donc qui est sous la bannière de ce qu'on appelle la nouvelle ère du socialisme à la chinoise, donc l'esprit du 19e congrès du parti. Donc ces députés-là sont aussi donc sélectionnés par la population chinoise pour représenter une partie de la volonté qui aussi veulent contribuer leurs efforts, donc sous bien sûr la forme de parti démocratique et les personnalités non partisanes donc, qui veulent s'engager dans la construction de notre pays moderne et socialiste dans les 5 années à venir. Donc c'est un moment très fort donc, lors de la clôture, lorsque donc, discours donc, il faut dire du nouvellement élu, donc du monsieur Wang Yang, qui est à la tête de CCPPC, a prononcé un discours de s'engager dans cette construction de notre pays socialiste. Donc je crois que nous témoignerons à la fin, donc lors de la clôture de l'APN, aussi également donc le nouveau Premier ministre chinois qui vont ratifier aussi cette volonté de l'APN. D'accord. Et lors des 2 semaines passées, plusieurs conférences de presse ont été tenues. Alors, en avez-vous remarqué quelques conférences de presse particulièrement intéressantes et pourquoi? Donc, pour chaque conférence de presse, il y a des moments, il y a des questions très intéressantes qui touchent l'intérêt de la population de façon générale. Et je crois qu'il y a aussi des moments très forts, par exemple, le ministre de l'Éducation chinois qui a répondu aux questions et qui a souligné que nous sommes dans une phase de réforme approfondie du système de l'éducation chinoise. Donc, on a mentionné déjà les questions les plus concrètes, comme par exemple les enfants qui doivent quitter l'école à 3h, 3h30 dans l'après-midi, qui est devenu un souci des parents, etc. Donc ce sont les questions très concrètes, mais en même temps, nous avons également mentionné les questions qui touchent presque toutes les familles qui ont des enfants de 17-18 ans, qui ont passé leur concours d'entrée d'université, le fameux Gaokao en Chine. Donc leur Gaokao est en train de subir aussi une série de réformes. Donc le ministère a affirmé de façon très intéressante, très pragmatique, que nous allons effectuer ce genre de réforme province par province. Lorsqu'il y a les conditions sont prêtes, on va la procéder, sinon on va attendre encore quelques années. Donc c'est un moment assez fort pour moi parce qu'un réformateur doit être pragmatique, c'est-à-dire qu'il doit considérer sa situation et de ne pas dire tout le monde y va, quelle que soit la condition, ce n'est pas réaliste. Voilà. D'accord. Et les 2 sessions attirent aussi de plus en plus l'attention des médias étrangers. Cette année, sur les 3000 journalistes accrédités, un tiers sont étrangers. Comment interprétez-vous cet engouement international pour la Chine et la politique chinoise? Je crois que c'est tout à fait compréhensible. Aujourd'hui, la Chine a une influence innégligeable dans le monde entier et surtout, elle a une contribution
une grande contribution à l'économie mondiale. Donc quand la Chine va mieux, je dirais en partie l'économie mondiale va mieux. Donc c'est pour cela que les journalistes étrangers s'intéressent beaucoup à la Chine et surtout à la nouvelle classe dirigeante qui seront élus à travers l'APN cette année pour voir l'évolution politique, économique et sociale de la Chine. Et notamment quand la Chine est aujourd'hui de plus en plus engagée dans la construction d'une ceinture, d'une route, qui est en réalité un moteur économique donc régional, voire donc une grande partie du monde sont impliqués dans ce processus. Donc la décision ou les décisions politiques économiques et chinoises, industrielles économiques chinoises, auront des impacts, des influences sur les autres pays. Donc le monde est interconnecté par ces différents programmes de la Chine. C'est pour cela que l'évolution de la Chine attire autant d'attention. Et en plus de cela, la Chine aussi est un pays promoteur de la science et de la technologie. Donc elle est en train de devenir le leader dans la recherche scientifique et les inventions, donc innovation technologique et dans les industries. Donc du coup, on attend beaucoup de la Chine d'apporter de nouvelles dynamiques, de nouvelles inventions, de nouvelles dynamiques pour la croissance économique avec l'intelligence chinoise. Merci. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Alors, merci pour d'avoir participé à notre discussion. C'est content d'avoir témoigné l'élection de ces messieurs à leur poste respectif. Et à partir de maintenant, nous leur souhaitons beaucoup de courage et de chance pour démarrer leur mandat et surtout pour accomplir les tâches et les missions ambitieuses prévues pour les 5 années à venir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission spéciale. Merci de votre fidélité. CGTN français continue de couvrir les 2 sessions dans les 3 jours à venir. Suivez-nous sur le site internet et les réseaux sociaux. À très bientôt sur CGTN français.